Seuls les voyants ont peur du noir. En sous-titre, et si la mort n'existait pas? En hommage à mon fils Owen, ma mère Monique et mon père Michel. En avant-propos, je voudrais juste aborder un thème qui m'est cher, l'infini. En effet, peu de choses dans la vie m'ont réellement impressionné à part cette idée qui m'obsède depuis mon plus jeune âge, le temps, l'espace et l'infini. Le fait de se dire que l'espace, en tant que volume, ait toujours existé, que l'unité de mesure temps, totalement liée à l'espace, lui aussi est forcément toujours existé, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Par exemple, le faible espace entre vous et ce livre a toujours existé. D'innombrables éléments éphémères l'ont traversé, certes, mais lui s'est toujours étendu à l'infini, parce que l'espace de cette lecture est contenu dans l'espace de votre appartement, qu'il est de votre ville, pays, terre, système solaire, et ceci à l'infini, et le temps suivant forcément cette logique. Le Big Bang ne fut alors qu'un petit événement un petit événement dans notre histoire, mais un petit rien dans cet infini espace-temps. Si vous arrivez à ressentir cette folie, que rien n'a jamais commencé et rien ne se terminera jamais, vous toucherez alors au vertige de l'existence. Un vertige absolument fou, un absolu total. Les recherches de mon père sur le magnétisme, de par son rôle de sourcier et radiesthésiste, l'ont amené progressivement à des observations qui dépassaient le simple fait de recherche des sources souterraines. De recherche en trouvailles, il s'est rendu compte que ces sources, dites aussi les lignes telluriques, avaient une influence sur les vivants, influence aussi morale que physique, ce qui pouvait, entre autres, créer des troubles mentaux, des dépressions, des cancers. Puis, en avançant dans ses recherches, il se rendit compte que les anciennes églises étaient construites sur les croisements de lignes telluriques et qu'elles étaient reliées entre elles par ce même système. Une personne qui mourait laissait un impact dans l'espace même où elle était morte, une mémoire consultable dans certaines conditions. De plus, de très nombreux événements dits paranormaux nous sont arrivés à ma famille. Étaient-ils liés aux recherches de mon père? Nos connaissances évoluant, nos esprits s'ouvrant, peut-être que oui. N'ayant jamais vu de film ou vu de livre évoquer ces différentes théories, je me suis dit qu'il était essentiel d'en parler, de façon romancée et ludique, pour toucher le plus grand nombre, certes. Dans ce que vous allez lire, beaucoup de choses sont romancées, mais elles se basent sur des événements réels, ainsi que sur de véritables théories développées au fur et à mesure des expériences. Pour en finir avec cet avant-propos, vous avez eu forcément tous à un moment ou un autre une expérience de mort imminente, dans votre sommeil ou dans une action quelconque. Et vous vous êtes observé distinctement, en vous sentant attiré dans une autre dimension, un autre temps. Beaucoup de religions parlent de l'âme, et je les rejoins au moins sur ce point. Cette âme désincarnée doit être une voyageuse du temps, d'où cette question. Et si la mort n'existait pas? Pascal est un homme de 39 ans qui se pose beaucoup de questions existentielles. Il ne se reconnaît plus dans ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire rien. Il a envie de trouver des réponses. Lesquelles? Il ne sait pas plus que ça. Mais pour la première fois de sa vie, il ose tenter quelque chose d'instinctif, sans aucune logique ou stratégie quelconque. Et surtout sans peur. Il se décide d'aller faire un reportage sur les légendes bretonnes,
et par extension celte. Cet urbain pure souche va découvrir qu'il y a des réalités beaucoup plus réelles et fortes que celles que la société moderne lui a enseignées. Des réalités ancestrales qui ont traversé l'éternité discrètement, n'étant visibles seulement par des initiés, par des éclaireurs à l'âme ouverte, par des éveillés. Un monde va l'absorber progressivement, le poussant à ouvrir pleinement sa conscience. Il sera dans l'obligation de devenir enfin ce qu'il doit être vraiment. Les portes de la connaissance sont ouvertes à ceux qui savent la voir, l'appréhender et l'accepter. Un chalet à la lisière d'une forêt tranquille et chaleureuse, baigné par les rayons de lune, de multiples fleurs qui se balancent au gré du vent. Le ululement d'une chouette, accompagné de son battement d'ailes, vient interrompre ce silence. Dans la pénombre d'une pièce éclairée par une vieille lampe à pétrole, un objet en forme cylindrique, finissant par une pointe, survole une très ancienne carte aux allures de parchemin. L'objet doré semble reconnaître les tracés vallonnés, les forêts denses dessinées au fusain comme des peintures ancestrales. Un homme, immobile, laisse quelques murmures s'échapper d'entre ses lèvres tandis qu'il tient l'objet tournoyant. Ses sourcils épais s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur du visage suivant le dialogue que semble lui entretenir cette boule de cuivre nommée pendule. D'un coup, son visage se crispe, le balancement de son partenaire s'accentuant anormalement. Il le stoppe d'un coup sec, le pose sur la carte, prend quelques notes, frotte ses mains sur son vieux jean usé, regarde le balancier de la vieille horloge en face de lui, qui indique 11h55. Ailleurs, une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une robe de chambre rose, chantonne en remuant une petite cuillère dorée dans sa tisane, soufflant sur le liquide tout en l'invitant à se presser de refroidir. Dans cette cuisine aux meubles anciens, marron, clair, usé par plusieurs vies déjà, le silence est juste brisé par cette aspiration timide de ce liquide brûlant et par cette petite mélodie qui se répète en boucle entre deux rasades. La tisane finie, elle porte le verre sous un vif filet d'eau froide et le pose au milieu des deux assiettes et des quelques couverts de la soirée qui attendent patiemment. La femme jette un dernier regard pour vérifier que les volets soient bien fermés dans l'arrière-cuisine, dans la cuisine, dans le salon. Puis d'un pas lourd, elle va tourner la clé d'un tour supplémentaire dans la porte d'entrée et pousse le verrou du haut, puis celui du bas. Satisfaite, elle pousse un soupir de soulagement et s'attaque à la dernière épreuve de la journée. Monter cet escalier aux marches si abruptes qu'elle-même souffre en grinçant fortement à chaque pas. Tout en haut de cet escalier se trouvent 3 couloirs qui mènent chacun à une porte. À gauche est la chambre d'amis, qui n'est plus utilisée depuis quelques années déjà. À droite, cela mène au grenier, et tout droit à la chambre. La femme gravit avec difficulté chaque marche, soufflant et geignant de ne pas voir grand-chose avec sa lampe à pétrole. À la moitié de l'escalier, elle fait une pause, tandis qu'un grincement se fait entendre de l'autre côté de cette porte menant à la chambre d'amis. Elle se fige et tend l'oreille. Après quelques instants, rien de nouveau. Elle avance alors les yeux fixés sur la porte et la bougie bien en main, un autre craquement se fait entendre. Elle dit à haute voix: « Ce n'est que le bois qui travaille, tu sais très bien ma vieille. Dans ces vieilles bâtisses, tout travaille sauf ce qui devrait. L'éclairage par exemple. Ah, si on pouvait enfin déménager de ce mouroir. » Elle avance encore dans un élan de témérité incroyable,
sans toutefois rester trop stable comme la flamme de sa bougie, ses jambes la portant de moins en moins aisément. Le courage a ses limites. Elle fait quelques pas encore quand tout d'un coup, un craquement fort se produit dans le couloir derrière elle. Elle sursaute. La bougie s'éteint et un grognement répond simultanément au-delà de cette porte. Elle rallume avec difficulté sa bougie et tombe nez à nez avec un visage très sombre d'une femme qui la regarde fixement. Cette dentelière est en train de tricoter tandis qu'un chat joue avec le fil. Elle soupire. Que t'es con, ma pauvre vieille. Ce n'est qu'un tableau. Faudra que je le retire enfin. Définitivement demain. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Elle s'avance maintenant vers sa chambre, à pas modérés. Pose sa main sur la poignée, prend son souffle. Les grognements continuent et persistent de l'autre côté de cette porte. Elle prend son courage à 2 mains, voire 3, voire 4 mains, et brusquement pousse la porte avec fracas. À ce moment-là, un énorme cri retentit du fond de la pièce et une forme se lève et s'agite, laissant la femme sur place. Les grognements font place à des mots. Un homme, la cinquantaine, ébouriffé, sort de dessous un gros édredon. Non mais, t'es pas malade d'entrer comme ça dans la chambre ? La femme soulagée et agacée à la fois. Non, je suis pas malade, mais fatiguée. Combien de fois, Dieu du ciel, il faudrait que je te répète de prendre tes pinces à nez pour ne pas ronfler et de ne pas être le seul, égoïstement, à dormir dans cette maison, hein ? Elle vient s'allonger à côté de lui. Pousse-toi, tu vas pas prendre tout le lit non plus. Il lui répond d'un grognement tout en piochant dans un sachet de pastilles Vichy alors qu'elle remonte le vieux réveil en cuivre. Elle prend dans la vieille table de nuit des boules caisses, les applique soigneusement dans chaque oreille, éteint la lumière et marmonne le Notre Père ponctué par le Amen ironique du mari. Enfin, le silence s'installe dans la pénombre quasi parfaite. La maison est tranquille. Seul le tic-tac lourd du carillon dans la cuisine rompt ce silence. D'ailleurs, il s'anime un peu plus pour célébrer les 12 coups de minuit. 1 ou 2 grincements viennent se joindre à la fête sans pour autant éveiller les soupçons de quiconque. La série de coups s'achève, laissant une résonance pendant une poignée de secondes. Le silence va pouvoir enfin régner et accompagner un sommeil réparateur bien mérité après cette journée à remuer la terre du jardin. La maison est calme, enfin calme. Baignée par quelques halos de lune, le linge humide crée un balai étrange sur le fil tendu dans l'arrière-cuisine. De petites ombres viennent visiter la tarte cachée sous un torchon de vaisselle blanc. Cette maison rangée comme au premier jour est prête à accueillir des visiteurs à tout moment. Elle est douillette et reposante, calme, beaucoup trop calme maintenant. Tout semble en apesanteur, même le balancier de l'horloge qui s'est fait silencieux. Tellement silencieux qu'il s'en est arrêté sur ce fameux minuit. Le couple en haut, dans sa chambre, commence à s'évader doucement dans les bras de Morphée. Dans les prémices légères de ronflement des 2 parties. Mais un grincement vient rompre ce silence. La femme ouvre les yeux, pas plus inquiète que ça. Elle sait que ces vieilles maisons font des bruits lors des changements de température entre la nuit et le jour. Elle attend quelques secondes, un indice sonore supplémentaire, tout en scrutant les silhouettes de sa chambre, dont cette grande et ancienne armoire
où tant de personnages différents sont finement sculptés. Elle referme les yeux en ajoutant « T'es trop con, ma pauvre. Tu te fais peur toute seule. Remarque, je l'ai jamais aimé cette armoire, avec tous ces petits personnages qui me regardent. » Elle marmonne encore quelques mots et doucement commence à s'assoupir. Quelques secondes se passent et un deuxième grincement se fait entendre dans l'escalier. Puis un troisième un peu plus rapproché. À ce moment-là, la femme ouvre les yeux brusquement. Puis un quatrième, un cinquième, comme si quelqu'un montait les escaliers. Elle donne alors un grand coup de coude à son mari. Le mari crie, apeuré et surpris. « Non, mais, pas les dents, je sais rien, mais je dirai tout. De toute façon, j'ai jamais aimé les bonbons. » Il se ressaisit et regarde sa femme. « Quoi ? J'ai ronflé ?» Elle lui chuchote effrayée. « Écoute, dans l'escalier. » L'homme péniblement se met sur les coudes et, grimaçant, essaye d'écouter ces fameux grincements. Il la regarde et rien ne se produit. D'un air désespéré, il lui dit « Ma pauvre fille, plus ça va, moins ça va. Change de tisane. » À ce moment-là, se produit un grincement plus lourd et plus proche aussi, plus proche de la porte de la chambre. Je suis juste devant eux. Elle le regarde et... Changer de tisane, hein? Tu vois que j'ai pas rêvé. Incrédules, ils entendent encore une fois, puis deux fois, des grincements dans cet escalier, mais très lourd, très lourd. À ce moment-là, il saute du lit, ouvre l'armoire et prend le fusil caché sous une pile de serviettes, met 2 cartouches et attend fixe face à la porte. Les sons inquiétants se rapprochent, encore très près de la porte. À pas feutrés, il se dirige vers elle. Arme en joue, épaule gauche. Il tend la main droite pour ouvrir. Les grincements s'approchent encore de la porte. Puis il s'arrête juste devant. L'homme recule et enclenche la gâchette. Sa femme est terrifiée. Depuis quelques secondes, il n'y a plus un bruit. Le couple est pétrifié. Lui, arme en joue et tremblant, et elle cachée entre les oreillers et la couverture. 1 minute ou 2 se sont passées. Est-ce vraiment réel? Mais l'homme croit entendre comme un souffle rauque derrière cette porte. Il se décide. Il va ouvrir cette porte. Il se rapproche, sa main droite tendue vers la poignée. Il pose la main sur la poignée. Il la tourne doucement et ouvre brusquement. Sa femme crie et un coup de feu retentit. L'homme est projeté sur le lit au pied de sa femme. La porte a hérité d'un trou béant donnant sur ce sombre escalier. Le canon encore fumant laisse apparaître le visage penaud de l'homme. Il se lève doucement et se rapproche du trou. Il insère le canon tout en ouvrant la porte. Le silence est palpable tellement il est lourd. Pas à pas, il descend les marches, se retournant brusquement pour surprendre son éventuel assaillant. Les marches sont toujours aussi plaintives. Il entre dans une pièce où rien ne bouge, dans une autre, pas mieux. Il regarde l'horloge et observe avec étonnement son balancier arrêté dans le coin droit, comme en suspension. Il avance dans l'arrière-cuisine d'où viennent des sons. Il se rapproche. Une abondante sueur coule sur son visage et lui brûle les yeux. Son cœur s'accélère et il se retrouve dans une vieille chaudière avec le battant avant ouvert. Un objet incandescent ressort violemment. L'homme à la fois énervé et surpris. Putain, c'est pas possible. Elle peut pas faire attention quand elle fait quelque chose. Elle va foutre le feu un jour dans la baraque. Il regarde l'objet incandescent au sol et voit que ce n'est pas une bûche ou tout autre comestible,
Il le pousse avec une tige en métal pour définir ce que c'est. Il semblerait que ce soit un vieil objet celte qui aurait certaines vertus spirituelles. Ce qui était loin de connaître l'homme. Il le prend avec sa tige métallique, le passe sous l'eau pour le refroidir et remonte avec énergie les escaliers pour interroger sa femme sur ce fait. D'une main le fusil, de l'autre le médaillon, il avance en marmonnant et blêmissant. Il arrive devant la porte de la chambre, lui montre le médaillon et lui dit « Tu veux foutre le feu ou quoi? Et c'est quoi ce médaillon dans le feu? Tu peux critiquer tout ce que je fais. Moi, au moins, je mets pas tout le monde en danger. » Du fond de son lit, la femme regarde le médaillon et, étonnée, lui répond « Mais je sais pas qui c'est ça. Pourquoi je mettrais ça dans le feu? Enfin, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est une secte. Jette-moi ça vite, 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 vite. » À ce moment-là, un éclair s'écrase dans le puits de la cour. De gros éclats de lumière jaillissent jusqu'à la chambre, aveuglant ses occupants. Comme en écho, un même éclair vient frapper un étang. Son souffle vient d'ouvrir la fenêtre de l'homme au pendule. Une somme de papiers divers s'envole par la fenêtre. Le soleil bas et rougeoyant se voit traversé par les éclairs bleus venus de nulle part. Sur l'unique route qui mène à ce village, une vieille Peugeot 403 décapotable Bordeaux avance tranquillement. À son bord, un homme boit dans une petite flash en cuivre, sur laquelle est gravé Pascal Owen Passé, 1971. Une autre gravure en dessous, Ton Pépé. Radiohead vibre dans les enceintes en bois à l'arrière. Pascal a les cheveux poivre et sel qui flottent dans le vent. Il porte des lunettes fines, fumées. Il est mal rasé, les joues creusées, pourtant 1m92. Il est vêtu d'un ensemble en lin beige et d'une chemise noire. Son regard bleu-vert suit les sillons de la route machinalement. Sur le siège passager se trouvent quelques livres sur les légendes de France. Les CD mélangés à des fiches de Pôle emploi, des cartes de France. Une vieille photo de mariage en noir et blanc, jaunie, est accrochée au rétroviseur. Le paysage dessine en ombre chinoise l'horizon. Il défile par vagues, comme dans un manège envoûtant. Il passe de vallons luxuriants à d'autres plus riches en pierre. D'ailleurs, Pascal arrive au niveau d'un champ de silhouettes immobiles, qui veille et l'observe. Ces grandes silhouettes massives sont des menhirs, vestiges indestructibles des temps anciens, se dressant indéfiniment, témoins de pierres imperturbables. Postée sur la gauche de la route et étendue sur des milliers d'hectares, elle semble sortir de la forêt aux arbres tellement gigantesques qu'ils semblent toucher le ciel. Forêt qui surplombe ce champ. Une forêt dense, impressionnante se dresse là, derrière ces champs de menhirs, spectateur immobile devant l'unique voie qui mène au village, devant un grand soleil rouge noyé dans l'océan. Au loin, sous ce ciel rougeoyant, un bâtiment surmonté d'une croix, puis d'autres bâtiments apparaissent sous un ciel qui peu à peu les inonde d'étoiles. Une pancarte indique « Bienvenue au village de Voirsan ». Il entre dans ce village silencieux et désert. Tous les volets sont déjà fermés, même si la nuit vient à peine de s'installer. Il arrive devant une grande place baignée par un éclairage public assez faible, qui se perd encore plus dans le feuillage fourni des très nombreux arbres. Autour de cette place se trouve la mairie, une boulangerie, une supérette, un coiffeur, un boucher, une poste, un bar, et le reste semble être des appartements. Pascal s'avance près du centre de la place où trône un arbre un peu plus grand que les autres, plus majestueux aussi, comme un arbre hybride entre un chêne pour son tronc,
et un saule pleureur pour les branchages. Entendant de l'eau ruisseler, il fait le tour de l'arbre et voit une ouverture dans l'arbre. Il découvre une grande fontaine, et en son centre une très belle femme blonde, inondée par une lumière blanche. Elle est d'apparence elfique. Elle reste figée et récupère l'eau qui tombe des branchages dans ses mains ouvertes vers le ciel. En fait, Pascal se rend compte que cette femme n'est qu'une magnifique statue étonnante de réalisme. Le système de fontaine incorporé à certaines branches de l'arbre est tout à fait étonnant lui aussi. Il reste quelques instants face à ce spectacle, puis se retourne, regarde l'architecture des maisons et remarque que chaque maison possède une statue ou une gargouille. Elle veille sur le sommeil de leurs habitants. Et ce soir, elle regarde avec curiosité l'étranger qui s'approche. Pascal s'approche de la porte de l'hôtel des Bienvenus. Frappe timidement, mais personne ne lui répond, même s'il aperçoit une lueur au travers des volets. Il tente une deuxième fois avec un peu plus de vigueur, mais rien n'y fait. Il retourne alors dans sa voiture, se rassoit comme ça, renverse sa tête sur le repose-tête et rêve, les yeux dans les étoiles. Pascal pense, philosophe, nostalgise. J'ai 2 gros soucis. Par exemple, j'ai toujours eu une confiance relative en moi. Très très relative. Disons que je me suis toujours demandé pourquoi on me choisirait moi plutôt qu'un autre. Ben oui, s'imposer comme ça alors qu'on n'a rien de mieux qu'un autre. On a juste la chance d'arriver le premier ou d'être le seul à être passé là au bon moment, d'offrir une compétence, une capacité, un produit, un idéal qui ne correspond pas forcément à l'autre. Enfin bref. Je suis un idéaliste confus, mais pas super confiant non plus. Mon deuxième souci, comme le dirait mon ex, tu n'es jamais content. Tu ne sais pas profiter des choses, les apprécier, les ressentir. Tu ne dis pas ce que tu penses. Bref, j'ai tellement rien ressenti, rien fait ressentir, rien partagé. Tellement le cœur en repos qu'un jour, l'amour de ma vie m'a laissé un post-it sur le frigo sur lequel était noté « Adieu, je t'aime ». Doucement, Pascal s'endort et commence à rêver. Il voit cette place et ses habitants à une époque moyenâgeuse. Une grande fête foraine est organisée et les habitants semblent heureux. Une femme s'approche de Pascal en lui souriant. Elle ressemble terriblement à la statue. Un enfant se colle à la vitre de la voiture, fait une grimace et s'enfuit en riant. Le soleil éblouit l'endormi. Le clocher sonne les 9h du matin et le village de la nuit précédente est méconnaissable, tant le soleil est radieux et la place est comblée de monde. Les couleurs sont vives, les gens s'activent, ils parlent, ils vendent, ils rient, ils se tapent sur les épaules. Pascal se relève groggy, les yeux effarés par tant d'activité. Traverse la place, sa sacoche d'une main et sa veste sur l'épaule. C'est jour de marché. Il observe ces gens qui lui sourient. En ville, les gens ont oublié ses muscles. Ici, il sourit pour n'importe quoi. C'est fou ça. Il arrive devant un stand où se trouve une très jolie brune d'une 30aine d'années. La jeune femme, arborant elle aussi un grand sourire, s'adresse à lui. « Bonjour jeune homme, je suis Hélène, la crémière de Voirsant. Dites, vous êtes en vacances? Où se trouve le 42 ?» Pascal répond gauchement et timidement. Bonjour mademoiselle, je me suis offert un congé culturel dans un coin qui m'a toujours attiré. Je viens de Roanne, une ville proche de Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand.
Bienvenue alors, vous ne le regretterez pas. Juan, je ne connaissais pas. Et votre prénom? Pascal, séduit par la jeune femme. C'est Pascal. Pascal Passé. Vous êtes né ici? Hélène répond alors qu'un homme s'approche d'elle et lui met les mains sur les épaules. Non, je suis originaire de Vendée, de Niort. Quand un sacripant qui est venu en vacances dans mon coin et qui m'a kidnappé et m'a ramené dans son repère. Depuis, je suis tombée amoureuse du repère et de mon bourreau. L'homme sourit et embrasse Hélène dans le cou affectueusement, alors qu'elle lui fait une jolie caresse dans les cheveux. Il dit « Je voulais de la crème. J'ai eu la crémière en prime, et quelle crémière! Une crème !» Voyant que Pascal est gêné, l'homme lui tend un pot de crème en lui disant « Tenez, prenez. Je vous offre ce pot, une pure merveille de naturel et de goût. Que cela vous donne le goût du goût. Ça, c'est la vraie qualité. Cherchez votre crémière maintenant. Comme disait ma grand-mère, chaque pot a son couvercle. » Pascal reçoit le pot, le sourire d'Hélène et le clin d'œil de l'homme. Timidement, il met un doigt dans la crème, le porte à ses lèvres, ferme les yeux et profite de la saveur simple et naturelle. Ça le ramène 30 ans en arrière. Souvenir de fromage blanc, de lait chaud, de fromage de chèvre, de vache, fait par ses grands-parents. Pascal, les yeux illuminés. C'est un goût que j'avais oublié. Mes grands-parents faisaient ça aussi. J'aimerais bien y revenir à ce temps-là. Le crémier souriant. On ne refait pas son passé, mais on peut vivre son présent. Alors gars, profite de tout, de rien. Et comme dirait ma grand-mère encore, carpe diem. Pascal sourit. Je tâcherai. Au fait, vous savez où je pourrais déjeuner? Le crémier lui dit avec un autre clin d'œil complice. Vous avez la taverne des Croisements. Elle se trouve près du pont des Soupirs qui mène à l'église. Le cadre est magnifique, la bouffe est excellente et la serveuse l'est tout autant. C'est une grande amie d'Hélène. Pascal regarde Hélène et se dit que si elle est aussi jolie, mais reste dubitatif en ce qui concerne le trajet qui y mène. Le crémier voyant ça lui indique « Bon, prenez la petite ruelle là-bas, entre la mairie et la poste. Allez au bout. Tournez à droite et vous visez le clocher tout au bout de l'allée des Anges. Et vous y serez. » Pascal plus rassuré. « Merci, ça devrait aller là. Je reviendrai vous prendre de la crème. » Le crémier et Hélène lui font un geste de la main. « Bien, le vendredi, le dimanche et le mardi matin, on est là. » Pascal leur fait un geste amical de la main, puis se dirige vers l'itinéraire proposé. Il passe de nouveau à côté de cet arbre et donc de la statue, son envie de voir si la magie opère toujours, comme la nuit, le pousse à faire le tour. La magie est toujours la même, quoique les rayons du soleil changent l'impression en comparaison avec ceux de la lune et de la nuit. La féerie est plus douce, moins mystérieuse, mais tout aussi captivante. Les papillons, les libellules et les oiseaux, y ajoutant une touche beaucoup plus colorée et vivante. Au pied de la statue, toujours aussi saisissante de beauté et de réalisme, se trouve un homme d'une trentaine d'années, en train de fleurir et nettoyer avec soin tous les abords de l'arbre. Tous ses gestes sont empreints de délicatesse. Il retire les fleurs fanées et accompagne ses gestes par d'innombrables mots à voix basse, comme dans un cérémonial. Pascal s'en approche doucement, dans l'intention de lui poser des questions sur ses statues. L'homme a une très jolie rose blanche dans les cheveux. Il s'adresse à lui. « Bonjour, je voudrais savoir... » À ce moment-là, l'homme se retourne. Il laisse apparaître un visage aux expressions enfantines, plaqué sur celui d'une trentaine d'années, un état qui trahit une douloureuse réalité. Pascal fait instinctivement un mouvement de recul et reste tétanisé. L'homme a les cheveux longs. Il porte de grosses lunettes aux verres épais
derrière lesquels se cache le strabisme de 2 yeux verts. Des tennis aux pieds, un médaillon en forme de triskel, une veste et un pantalon en jean, un t-shirt du groupe de hard rock Iron Maiden, sur lequel se trouve un mort aux cheveux longs, une hache à la main. L'homme avec un grand sourire tend la main pour saluer avec des mots hésitants. Bonjour monsieur, je suis Justin, le chef jardinier de Voirsant. Et vous ? Elle lui répond gauchement. Pascal, c'est bien fleuri. Très belle statue. Vous savez qui l'a faite ? Justin avec fierté entra. Oui, c'est normal. C'est moi le chef jardinier. Et elle, personne l'a faite. C'est dame Léliane, la protectrice du village. On est très amis, elle et moi. Elle aime bien le lilas, moi aussi. Alors, dès que c'est la saison, elle est la seule à avoir nos lilas. Ça sent bon. Parce qu'elle sent le lilas et que lui tend Justin. Moi aussi j'aime bien l'odeur. Vous faites un beau métier. Justin fier. Je sais, on me l'a déjà dit. C'est notre histoire que j'entretiens. Albert, le mari de la jolie Hélène, me dit toujours que je suis le plus grand historien de la place. Et c'est vrai. Pascal sourit et pressé de déjeuner. Justin, je te salue, je dois y aller. La crème d'Albert m'a donné faim. Justin, en se dandinant de droite à gauche, lui tend la main et 2 fleurs. Salut mon ami Pascal. Tu pourras donner cette fleur à la belle Barbara. Elle adore les lilas, elle aussi. L'autre est pour toi, pour te porter chance, mon ami Pascal. Pascal prend le lilas, le hume et le met dans les cheveux pour faire plaisir au chef. Et parce que par hasard, c'est aussi pour lui une des fleurs qui le touche le plus. Le pouce en l'air, il répond « Super chef, ça me va comme un gant. Et j'accomplirai la mission pour toi. » Le pouce en l'air, Justin fait un clin d'œil. « Super, Gun. Tu verras ma fiancée, elle est super belle avec ses cheveux de feu. Elle est super intelligente aussi. Et elle est douce, toute douce. » Les 2 hommes se saluent chaleureusement encore une fois. Puis Pascal emprunte la ruelle étroite qui semble se resserrer au fur et à mesure de son avancement. Les sons du marché, comme des balles de tennis, rebondissent sur les murs des bâtiments. La rue s'assombrit et les sons se déforment plus encore. Les gargouilles qui veillent semblent se pencher pour mieux observer cet inconnu. Pascal sort de sa poche sa bouteille qui finit d'un trait. Les pierres des murs dessinent des formes étranges, des personnages criants et des paysages déformés. Les murs prennent vie et semblent grandir et s'allonger. Des ombres le suivent. Pascal oppressé accélère la cadence, son ventre se noue, ses jambes se durcissent, des voix résonnent sous forme de plaintes et de cris. Est-il dans le délire ? Est-ce que c'est cette flash avait un alcool un peu trop fort ? Mais les sons du marché qui étaient si drôles, si joyeuses, se transforment en des sons assez distordus. Un rictus apparaît lorsqu'il aperçoit une tache lumineuse au bout de ce tunnel. Il se met à courir de plus belle vers ce qui semble sa libération. Le temps est tellement long dans cette étrange ruelle. Les sons dissonants semblent venir de partout et de nulle part, du présent et d'ailleurs. Plus le stress monte et plus la distance de cette toute petite ruelle étroite semble s'allonger comme un serpent sans fin. Il transpire à grosses gouttes. Et même s'il se sent ridicule, il accélère encore pour fuir ce déchaînement d'hallucinations. Il finit par en sortir, sain et sauf, essoufflé. À la sortie de cette ruelle maudite, il lit « Allée de Veritas ».
Le village est tellement différent, étonnamment différent, beaucoup plus féerique, plus résidentiel. Les maisons sont des chaumières entourées de jardins fleuris. Le soleil joue avec les feuilles des grands arbres qui parcourent les trottoirs de gravier épais blanc. Pascal avance dans la rue, observe tous ses habitants qui, vêtus de tabliers verts et de chapeaux de paille, personnalisent leur jardin avec une attention particulière pour la taille des haies. Les fleurs des arbres se déplacent dans l'air. L'odeur dégagée par les végétaux revivifie Pascal, qui les inspire à plein poumon. Mais tout ceci ne comble pas sa faim. Il remarque avec étonnement que les arbres perdent aussi bien les fleurs qu'ils laissent apparaître des feuilles rougies par l'été, comme si le printemps s'était invité au cœur de l'automne. La rue des Anges débouche sur un pont en bois à l'ancienne. Au-dessous passe une rivière vive qui descend en petites cascades. La grande roue d'un moulin à eau flirte avec la rivière. C'est un très beau moulin à eau, reconverti en taverne à l'ancienne, avec son toit de chaume et sa boiserie, qui ferait penser par certains aspects aux maisons alsaciennes. Le soleil généreux arrose de ses rayons les nombreux clients. Pascal aperçoit au-dessus de la taverne l'église, tout au sommet d'une petite colline. Une petite boulangerie mitoyenne avec la taverne embaume l'atmosphère d'odeurs tout aussi alléchantes les unes que les autres. Ce village est vraiment idyllique, se dit-il. À part cette ruelle, tout est beau. Sa faim aiguisée, il vise directement la seule place libre de la terrasse, celle qui se trouve près de la rivière, séparée par un petit muret. Ses voisins lui adressent un chaleureux bonjour suivi d'un bienvenue qu'il rend aussitôt. Il commence à prendre l'habitude à cette extrême chaleur des gens du coin. Une serveuse s'agite au centre de la brasserie. C'est une superbe rousse aux yeux verts de la petite trentaine, à la silhouette soulignée par une féminité assumée par une petite robe en dentelle rouge. Elle passe de table en table, allumant les regards des clients par sa rayonnance et sa fraîcheur. Elle est de l'autre côté du bar quand enfin elle se retourne vers lui. Leurs regards sont exclusifs quelques secondes. Ils se figent et des images passent rapidement devant les yeux de Pascal. Il la voit dans ses bras, allongée sur une pierre, dans la forêt au milieu de centaines d'animaux. Il fantasme un long baiser, des mains glissant sur ses hanches et dans ses longs cheveux ondulés. Le sourire réapparaît sur le visage de la belle. Elle s'approche avec un déhanchement toujours aussi efficace. Elle porte un triskel en pendentif elle aussi. C'est un bijou en or avec en son centre un rubis d'une couleur rouge puissante. La serveuse se penchant sur Pascal, une main sur la hanche. « Vous désirez, étranger ?» Pascal troublé. Vous pouvez un chocolat, un jus d'orange et un ou deux croissants. Elle, amusée. Un ou deux. Pascal souriant. Disons deux. J'ai pas mangé hier soir. Elle, comme un animateur de télé. Pauvre garçon, mais vous avez gagné le droit à une panière entière de croissants. Je reviens tout de suite pour combler votre grande faim. Elle s'en retourne directement adressant des « ça va ?» aux autres clients. Pascal regarde la rivière et son eau limpide et claire qui se faufile entre les pierres laissant apparaître des poissons vifs et nombreux. Il se revoit petit, pêchant avec son grand-père, boire le vin tout frais sorti de la rivière, apprécier les jeunes femmes du camping qui longeaient les temps de pêche. Belle perdrix, comme disait son grand-père. Pascal apprécie l'ambiance, la chaleur et la douceur de vivre, l'air pur et ces gens si ouverts. Je pensais réussir à la ville. Paris, je n'y ai rien fait. Paris, loupé. Perdu mon confort de vie, bouffé plus d'argent que je n'en ai gagné, je me suis aigri. Et je me suis perdu et personne ne m'y a trouvé. Là, je suis bien.
La jeune femme revient à un plateau chargé de croissants, un pain à la sienne, de la crème fraîche, un verre de jus d'orange, du beurre et un grand chocolat. Elle s'approche avec le déhanché qui la caractérise. Elle est comme ces pin-up des années 50 qui arborent les vieux panneaux publicitaires. Elle se penche sur la table pour le servir, laissant paraître des formes fort agréables, au milieu desquelles se glisse son heureux médaillon. Une rose blanche mouchetée de rouge se trouve accrochée à la gauche de sa poitrine. La serveuse, voyant le lilas dans les cheveux de Pascal, lui dit « Jolie fleur, c'est ma préférée avec les roses. » Pascal se rend compte alors qu'il n'a pas rempli la mission pour le chef. « Vous êtes Barbara, je suppose ?» La jeune femme surprise. « Vous supposez bien, en effet, je suis si célèbre que ça, que même les étrangers me connaissent ? Non, c'est juste que votre fiancé m'a donné cette fleur pour vous. » Mon fiancé ? Ah, vous voulez sûrement parler de Justin. Barbara sourit. Oui, c'est ça, le chef. C'était l'orphelin du village que ma mère a pris sous son aile depuis la mort de ses parents. Elle m'a demandé l'adoption récemment, il est presque mon frère. Elle ajoute avec un clin d'œil, il habite avec nous, certes, il m'aime beaucoup, tout comme je l'aime. Mais ce n'est pas mon amant. Pascal, avec hésitation, vous pourriez remplir ma falache de muscat ? Barbara amusée. Mais c'est votre plaisir, monsieur. Mon prénom, c'est Pascal. Ok, Pascal. Vous avez de la chance. Le patron de la famille à Rivesaltes. Il se fait livrer tous ses vins cuits de là-bas. Je vais vous mettre son muscat préféré. Un muscat d'un de ses amis vignerons très rare. Merci, c'est sympa. J'aime goûter des breuvages rares. Barbara prend le plateau en se dirigeant vers une autre table. Elle tourne la tête avec un sourire et un autre clin d'œil. Les Barbara sont toujours aussi sympas, très sympas. Pascal est véritablement sous le charme. À ses yeux, elle est parfaite. Physiquement, bien sûr, mais surtout dans l'énergie. Énergie tellement forte que sa poitrine tout entière enfle dans un bouillonnement terriblement chaud, enflaçant, explosé comme il n'a jamais connu. Il n'a même pas encore de muscat pour soulager la douleur, ce désir, ce sentiment. Il y a longtemps qu'il ne l'a pas ressenti, si longtemps qu'il se demande s'il l'a déjà ressenti. Dans cette douleur, cet enflement de désir si étrange, malgré les quelques grimaces qui le trahissent, il esquisse un sourire véritable de vivre un sentiment, une sensation. De sentir qu'un objectif autre que centré sur lui-même se dessine. Il est simple. Elle. Un challenge qu'il n'a jamais réalisé jusqu'à présent, vu que jamais il n'avait choisi une femme. Ce sont elles qui le choisissaient, toujours. Il sait alors qu'il va falloir se surpasser et surpasser ce manque de confiance, cet autisme des sentiments, héritage évidemment de sa lâcheté légendaire ou timidité comme il dit, pour se rassurer. Pascal réfléchit à tout et à rien finalement. Il regarde Barbara qui passe de table en table, ce beau village si arboré, et enfin son déjeuner qui lui chatouille les narines et lui rappelle sa très grande faim. Bien, tu as voulu reprendre les choses à zéro en te lançant dans cette quête de l'inconnu. Il est temps là de tout changer. En commençant par ta mentalité de poltron coincé qui a le goût pour pas grand-chose. Alors on commence par se faire plaisir avec ce croissant. Et après, objectif suprême, Madame B. Pascal s'attaque à son copieux petit déjeuner après avoir jeté un dernier regard appuyé sur la belle Barbara. Par curiosité, il goûte d'abord la crème fraîche et, avec évidence, elle est bien fournie par elle. Il se fait une tartine de beurre, puis se dit qu'il pourrait y ajouter de la fraise, et enfin, dans un mouvement de folie, de la crème fraîche. Il mord le pain, croustillant et chaud, avec un plaisir non dissimulé.
se sentant envahi d'un seul coup par toute la vie et le goût que l'on peut trouver dans des produits totalement naturels. Après quelques bouchées à sec comme ça, il ne résiste pas au plaisir de plonger la tartine dans ce chocolat si odorant. Le délice en est décuplé, presque incroyable. Pascal se dit alors qu'il est très loin de ses produits habituels, sortis des supermarchés et pseudo-magasins bio, loin de ce marketing fade et pour le coup plus près du goût, du vrai goût tout simplement. Barbara rit en le voyant en pleine orgie de naturel. Elle se rapproche doucement de lui. J'ai l'impression que cela vous plaît, non ? Pascal sursaute et s'étale de la confiture partout sur le visage. La bouche pleine, il répond « trop bon ». Elle prend la serviette du panier et essuie délicatement le visage de l'homme penaud. Je vois que vous aimez. Pascal est encore plus rouge qu'il ne l'était avant, avec de la confiture à la fraise partout sur le visage. La belle, tout en continuant son nettoyage délicat, lui demande « Et en dehors de votre goût pour nos produits et le muscat ?» Elle lui tend la flash remplie. « Vous êtes dans notre petit village pour tourisme, famille, moi. Non, je rigole. Quoique. » Elle rit et comme un tic récurrent lui fait un énième clin d'œil. Pascal répond alors d'une façon confuse. Disons que je ne suis pas sûr que vous me croyez. Elle, intriguée. Essayez toujours, on ne sait jamais. Il reprend. Alors, depuis quelque temps, pour des raisons pratiques, j'ai du temps devant moi. Je me suis dit que je devais mettre à profit ce temps pour écrire un roman. Elle, impressionnée. Un littéraire, waouh! Ça me renvoie quelques années en arrière quand j'ai passé le bac. Moi aussi, un jour j'en écrirai un. C'est quoi le thème? Et pourquoi venir ici alors? Disons que ma passion pour les légendes celtes principalement m'a amené ici, par hasard. Et je veux m'inspirer de ces légendes pour faire mon roman. En enquêtant sur place avec des mémoires, des lieux, etc. etc. Barbara perplexe. Par hasard. Elle réfléchit 2 secondes et rapidement. Pour ce qui est des légendes et du reste, il y a bien Firmin, c'est un grand-père hyperactif, un passionné. C'est lui qui a fait un livre sur l'histoire des villages. C'est la mémoire des lieux, comme tu dis. Pascal, après un silence, bien, et je peux le trouver où? Barbara sort un stylo de sa poche, son bloc-notes et lui fait un schéma. Il la regarde plus en train de dessiner qu'il ne suit ses explications. Ses cheveux roux flottant dans une brise ensoleillée, quelques-uns se glissant dans un décolleté d'une volupté déconcertante. Sa bouche gourmande rouge de vie qui souligne un sourire instantané, des yeux d'un vert profond et clair tachetés de paillettes dorées et vibrant d'émotions alternatives. Pascal est en amour de cette femme, c'est certain. Il est en amour pour ce rêve devant lui, qu'il n'avait même pas rêvé dans ses nuits, qu'il n'avait même pas deviné, mais qui, en sa présence aujourd'hui, est une évidence, instantanément. Il le vit en ce moment-là. Et même s'il sait qu'il est en plein fantasme, il ne peut s'empêcher d'imaginer, imaginer encore et encore. Il est à portée de caresse, mais la main tremble et se fait discrète pour l'instant. Encore. Barbara, sentant le manque d'attention causé par ses charmes, sourit. Regardez mon dessin, voyons. Même si vos regards sont plutôt flatteurs, vous avez une mission, n'oubliez pas. Pascal rougit et baisse les yeux sur le schéma et se pense. Dans la famille, le terme mission est vraiment commun. Un client appelle Barbara. Elle ajoute pressée. Nous sommes là, Pascal. Firmin est probablement chez lui à cette heure-ci. Je le vois mal louper le midi de Marguerite.